Accord sur l'énergie et l'agriculture, un double succès pour l'Europe. Nicaragua, les Américains prêts à envoyer des troupes pour faire cesser la guerre civile. Deux séries d'augmentation des prix en France, l'essence et les loyers anciens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'été commence mal pour les automobilistes. Une hausse surprise de l'essence, une hausse qui prendra effet dans 4 heures tout juste, à minuit. Nous avons appris l'information en fin de matinée, rien n'avait filtré, le but étant de parer à toute spéculation. Tout cela nous amène donc à 2,95 francs pour le litre de super, c'est-à-dire 9 centimes de plus, 2,74 francs pour l'ordinaire, 1,91 francs pour le gazoil et 1,09 francs pour le fioul domestique. C'est le 3e relèvement des prix pétroliers en France depuis moins de 6 mois. Alors comme vous êtes nombreux à envisager dès maintenant le départ en vacances, et comme vous n'avez pas été sans remarquer la hausse parallèle des péages d'autoroute, nous avons demandé à Jean-Marc Hilous de se livrer un petit calcul sur 3 directions favorites des Français. 9 centimes d'augmentation par litre d'essence, c'est-à-dire que l'automobiliste parisien qui demain se rendra de Paris au Perthus sur la frontière espagnole, environ 931 km, sur la base d'une consommation de 9 litres au 100, il devra dépenser 22 francs de plus que l'année dernière pour son essence et 8 francs de plus pour le péage. Pour les 450 km qui séparent Paris de Strasbourg par exemple, un automobiliste cette année devra dépenser 11 francs de plus pour son essence, pour le super, et 5 francs de plus pour le péage. Pour Paris frontière italienne, les hausses cumulées de l'essence et des frais de péage ajouteront environ 35 francs aux frais des automobilistes. L'année dernière, en cette même période, l'essence coûtait 2,68 francs pour le super. Les hausses successives et celles d'aujourd'hui feront que demain, ne l'oubliez pas, l'essence coûtera pour le super encore 2,95 francs. N'oubliez pas non plus que les contrôles de vitesse vont être renforcés. Vous risquez entre 160 et 600 francs d'amende, voire un retrait du permis de conduire pour un excès de vitesse. Et si ni votre sécurité ni la peur des gendarmes ne suffisent à vous rendre prudent, songez qu'à 160 km/h, votre consommation de carburant sera environ de 30% supérieure à celle nécessaire pour accomplir la même distance à 120 km/h. Un sondage Public SA réalisé à la demande de la revue L'Automobile indiquait que les Français n'avaient pas l'air de se laisser arrêter par le prix du litre de super. Et à ce propos, j'ai une petite précision sur la foi d'une dépêche. Pierre Maritiaville nous disait hier qu'en Irlande, on payait une taxe à chaque fois qu'on faisait le plein. Eh bien, heureusement, il n'en est rien. Autre indication qui là n'a pas valeur de sondage, c'est le résultat de l'appel lancé aujourd'hui par Antenne 2 Midi, par l'intermédiaire du système Musca, mis au point par la direction des télécommunications. Eh bien une majorité, petite certes, mais une majorité de téléspectateurs est prête apparemment à laisser sa voiture au garage un dimanche sur 2, le cas échéant. 2469 téléspectateurs contre 2348. Eh bien, c'est précisément de pétrole qu'il a été beaucoup question pendant 2 jours à Strasbourg entre les 9. 2 grandes décisions, un accord sur le plafonnement des importations de pétrole et une relance vigoureuse du programme nucléaire. Valéry Giscard d'Estaing, président de ce Conseil européen jusqu'à la fin juin, détaille ces différents points pour Georges Bortoli et Patrice Duhamel. Nous avons pris 2 décisions importantes. La première, c'est de fixer un plafond aux importations de pétrole de la communauté, qui sera un plafond de 470 millions de tonnes pour chacune des années de la période 1980-1985. Et pour vous situer l'ordre de grandeur, il faut rappeler que la communauté en 1973 avait importé 100 millions de tonnes de plus. Et dans l'intervalle, il y a eu naturellement la poursuite de l'accroissement des besoins de consommation. Donc ça veut dire un plafond en nette réduction par rapport à la tendance qui était celle de l'augmentation de nos importations de pétrole. Et je vous indique que si tous les pays du monde faisaient comme la communauté, nous reviendrions à une situation proche de l'équilibre pour le marché du pétrole. La deuxième décision, c'est d'éviter les transactions sur les produits pétroliers qui se font à des prix excessifs sur des marchés libres. Et nous avons prévu diverses mesures de caractère technique qui commencent par la surveillance de ces marchés, ensuite par la publication des transactions sur ces marchés et enfin par la recommandation faite aux compagnies pétrolières de s'abstenir de vendre et d'acheter sur ces marchés à des prix excessifs. Monsieur le Président, il a été beaucoup question de développer vigoureusement les programmes d'énergie nucléaire comme énergie de remplacement. Alors qu'est-ce que ça signifie chez nous, en France? Est-ce que ça veut dire un développement massif, j'allais dire brutal, de notre programme nucléaire? Non. N'est-ce pas, pour la France, notre programme est engagé.
Je voudrais vous dire les choses très simplement. Je réfléchissais à ce que seraient les perspectives d'avenir de la France dans les 4 ou 5 prochaines années si nous n'avions pas notre programme nucléaire. Je comprends bien ceux qui le critiquent pour telle ou telle raison, mais imaginez-le un instant. Notre programme nucléaire va nous donner en 1985 l'équivalent de 45 millions de tonnes de pétrole. Eh bien, imaginez ce que ferait la France en 1985 si elle n'avait pas ces 45 millions de tonnes de pétrole. Ce qui représente à l'heure actuelle, vous voyez, près de la moitié de nos importations. Que ferions-nous sur le plan de notre activité industrielle, de notre chauffage, de notre circulation automobile? C'est pour vous situer l'ordre de grandeur. Alors la France a son programme, il n'y a pas lieu de l'accélérer, il y a lieu de le réaliser tel qu'il a été prévu. Nous avons souligné aussi l'importance des énergies propres pour l'avenir, c'est-à-dire de l'énergie solaire et géothermique. Et je crois que s'il y a un grand effort de développement concerté entre les pays européens et les pays industrialisés, nous pourrons avancer les échéances de ces énergies nouvelles. C'est la raison pour laquelle la France accentuera, en ce qui la concerne, son programme de recherche d'énergie nouvelle et d'énergie solaire. Les 9 chefs d'État et de gouvernement se sont également penchés sur le drame des réfugiés d'Indochine. Il faut trouver une solution efficace et humaine, a dit le chef de l'État français. J'aurai l'occasion de revenir sur ce drame indochinois dans quelques minutes. Mais pour l'heure, Philippe Sassier, je crois qu'il faut tirer les leçons de Strasbourg et préparer le deuxième grand rendez-vous important mondial du mois, c'est-à-dire le sommet des pays industrialisés à Tokyo à la fin juin. Alors d'abord, revenons sur le prix de l'essence, la hausse annoncée aujourd'hui. Pourquoi si vite? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi si vite? D'abord parce qu'on l'avait tenue secrète pour éviter toute spéculation. Il y en a eu déjà un petit peu sur le fioul, des achats de précaution, premièrement. Deuxièmement, le gouvernement avait toujours dit, nous répercuterons sur le prix des carburants les hausses du prix du pétrole. Et troisièmement, mais il faut 45 jours pour un pétrolier pour faire le trajet entre le port où il a pris son pétrole et le port français où il vient le décharger. Nous connaissons donc aujourd'hui les hausses du mois d'avril. Un mois et demi après, effectivement, nous y sommes. Alors la crise, nous y sommes. Répétez-nous rapidement l'importance de l'enjeu de Strasbourg et des décisions prises à Strasbourg. Oui, je crois que pour comprendre ce qui s'est passé à Strasbourg et l'importance de ces décisions, il faut jeter un coup d'œil sur cette carte où la taille des pays a été déformée volontairement. Vous voyez le Proche-Orient, cette grosse tache mauve, et bien dans le Proche-Orient, il y a 55% des réserves de pétrole mondiales. Or, actuellement, à peu près les 2 tiers, plus des 2 tiers de l'énergie du monde occidental est fournie par le gaz et par le pétrole. L'Europe, elle n'a que 4% de ses réserves mondiales en pétrole. Oui, essentiellement la mer du Nord. Je dirais même malgré la mer du Nord. Et l'Amérique du Nord, c'est-à-dire notamment les États-Unis, eh bien, elle n'a que 6%. Or, vous le savez, les Américains sont en train de consommer environ le tiers de tout ce qui se consomme en pétrole sur la planète. À cause des événements politiques en Iran, nous connaissons actuellement une situation que nous aurions de toute façon connue à cause d'une pénurie de pétrole dans les années 85-90. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il manque 100 millions de tonnes sur les marchés internationaux. C'est à peu près ce que consomme la France chaque année. Donc, il faut les trouver et il manque. On paie environ 30% le pétrole plus cher aujourd'hui par rapport au 1er janvier 1979. Qu'est-ce que l'on risque? Une flambée des prix encore plus grande que celle que nous connaissons actuellement. Et deuxièmement, une bagarre des consommateurs, c'est-à-dire des différents pays qui veulent se chauffer, rouler en voiture, faire marcher leurs usines. Voilà, si vous voulez, un petit peu la photographie de cette situation qui explique Strasbourg et Tokyo. Alors, dans ces conditions, pourquoi est-ce que tous les pays consommateurs ne sont pas d'accord entre eux? C'est bien la même crise. Oui, c'est bien la même crise pour tout le monde, mais tout le monde ne la voit pas de la même façon. Pour que les propositions de Strasbourg puissent vraiment être efficaces, il faut que les Américains les acceptent. Or, les Américains, pour l'instant, disent nous avons suffisamment de dollars pour pouvoir payer ce pétrole, et on imagine mal l'Amérique, la puissante Amérique, arrivant à ne plus rouler suffisamment en voiture, ayant froid cet hiver. Donc pour l'instant, les Américains, si vous voulez, une espèce de tentation égoïste. Et même au milieu des Européens, parmi les Européens, eh bien, au début, ça n'était pas l'entente parfaite. Les Allemands disent, moi j'ai un marque qui est solide, je peux donc payer mon pétrole assez facilement, puis j'ai aussi un petit peu de charbon. Les Hollandais disent, j'ai du gaz. Les Anglais répondent, mais moi j'ai le pétrole de la mer du Nord. Donc pour l'instant, si vous voulez, si cette crise est mondiale, chaque pays ne la supporte pas de la même façon. Et la France, l'Italie et la Belgique sont à peu près les seuls à n'avoir pas grand-chose. Donc si vous le voulez, il faut donc une entente pour arriver à ce que chacun prenne vraiment conscience de l'enjeu international. Entente qu'on a commencé à se voir dégager un petit peu aujourd'hui donc à Absolument, c'est un pas en avant après les décisions de Luxembourg. Alors deuxième grand rendez-vous, nous le disions, Tokyo, c'est-à-dire le sommet des pays industrialisés. Le grand rendez-vous.
Alors, si ce sommet était un échec? Les 7 pays mondiaux vont se retrouver. Si c'était un échec, alors il y a deux scénarios après Tokyo. Un, celui de l'échec. Alors là, véritablement, il y aurait une bataille entre les différents pays occidentaux pour avoir du pétrole. On connaîtrait une flambée des prix certainement ahurissante. Les pays producteurs de pétrole ne nous croiraient plus du tout. Et vous savez qu'ils nous ont menacés d'augmenter les prix tant que nous n'arriverons pas à réduire notre consommation. Par conséquent, à ce moment-là, je vous ai pris de croire que le gaspille ferait partie du rayon des accessoires, des farces et attrapes. On connaîtrait véritablement une guerre économique. Ça donc, c'est le scénario le plus pessimiste. Dieu fasse que nous l'évitions. Le deuxième scénario, c'est la réussite. Les Américains comprennent les thèses des Français, comprennent les inquiétudes des Européens, ils acceptent de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de s'orienter vers cette croissance sobre, où la croissance économique est indépendante de l'augmentation perpétuelle de cette boulimie du pétrole que nous connaissons depuis la fin de la guerre et avec laquelle, avec ce pétrole, nous avons construit de plus en plus de choses, fabriqué de plus en plus de produits. Donc tout le monde s'entend pour diminuer la consommation et pour connaître un autre type de croissance. Alors en quelques secondes, Philippe Sassier, on est un petit peu étonné dans ces conditions de l'apparente contradiction entre les mesures annoncées assez timides et l'enjeu dramatique tel que vous l'écrivez. Difficile pour un gouvernement à la fois de dire c'est grave et difficile aussi de faire trop peur aux concitoyens. Alors si vous voulez, ce qu'on appellera peut-être le pari de Giscard, c'est-à-dire d'arriver à faire comprendre cet enjeu, repose sur 3 choses. D'abord le civisme des Français pour effectivement économiser leur énergie. Deuxièmement, la responsabilité des Occidentaux, qu'ils soient bien persuadés de l'importance qu'il y a à avoir des énergies nouvelles et à l'économiser. Et enfin, troisièmement, la sagesse de l'OPEP. C'est-à-dire si les pays producteurs ne tiennent pas compte de nos efforts, ça ne servira à rien. D'où l'importance, Patrick, de la réunion de l'OPEP la semaine prochaine. On peut dire que la semaine qui va venir sera une semaine historique pour l'économie et pour l'histoire de tous les pays occidentaux. Deuxième succès pour l'Europe qui affirme une unité à laquelle elle ne nous avait pas habitués jusqu'alors, l'agriculture. Cette fois, c'est à Luxembourg que cela se passait et le résultat de cette Xème réunion des ministres des 9 est quasi inespéré, un compromis sur les prix agricoles européens, un compromis obtenu après 60 heures de marathon, 60 heures de travail d'arrache-pied, un compromis au terme duquel les agriculteurs français ne devraient pas être lésés, loin de là. Après avoir déjà obtenu de précédentes dévaluations de leur monnaie verte, ce sont finalement les pays à monnaie faible qui bénéficient des décisions de ce marathon record. En dévaluant aujourd'hui le franc vert de 1,5%, la livre verte de 5% et la lire verte de 4%, ces 3 pays voient leurs prix agricoles augmenter d'autant. Si l'on rajoute à cela l'augmentation générale pour les 9 pays de 1,5% des prix des produits agricoles, à l'exception du lait, les agriculteurs français verront les prix de leurs produits augmenter de 8,5% et de 7% pour le lait. Le lait, qui est encore une production excédentaire en Europe, constituera le grand débat agricole européen des prochains mois. Les pays à monnaie forte, eux, voient leur montant compensatoire diminuer de 1% pour l'Allemagne et de 0,5% pour le Benelux. Leurs prix agricoles devraient diminuer d'autant. Des décisions n'ont toujours pas été prises pour assainir le marché du vin en Europe et pour mettre au point une organisation commune de marché pour le mouton. Les ministres doivent se revoir sur ces sujets le 30 octobre prochain. Dernière information pratique qui intéressera bon nombre de Français, la hausse des loyers. Après les loyers libres, nous en parlions hier, aujourd'hui les loyers réglementés. Le gouvernement vient de fixer la hausse pour ces quelques 950 000 logements, une hausse qui varie selon les catégories et que nous détaille maintenant Jean Pézieux. Pour la catégorie 4, environ 40 000 logements, des logements insalubres, à peine habitables, comme en 1978, pas de hausse. Pour les logements de qualité moyenne ou médiocre, même hausse qu'il y a un an. Pour la 3B, 250 000 logements, la moins confortable, hausse de 6,5%. Pour la 3A et pour les loyers fixés forfaitairement, hausse de 8,5%. C'est le groupe le plus important, 500 000 logements. Les logements confortables maintenant, pour la catégorie 2C, avec encore des pièces petites, 170 000 familles, hausse de 10%, la même aussi qu'en juillet 78. Pour les logements confortables avec de larges pièces cette fois, d'un confort proche de celui des logements modernes à loyer libre, la catégorie 2B, là la hausse est la même que celle des loyers libres, 12%, 1% de plus que l'an dernier. Cela concerne 60 000 familles. Même hausse de 12% enfin pour les quelques logements de la catégorie 2A encore réglementés, ceux qui sont occupés par des personnes âgées, environ 10 000 logements.
La politique en bref maintenant, le Parti communiste doit aller plus loin que les 20 ou 21% de suffrages qu'il recueille, a dit tout à l'heure Georges Marchais au terme du comité central de son parti. Les responsabilités des uns et des autres sont redéfinies. Charles Fitterman sera chargé de la propagande, jusqu'alors confié à René Piquet. Philippe Herzog le remplacera à la tête de la section économique. Pierre Juquin s'occupera désormais de l'information et de la presse, à la place de Georges Gosselin, qui reste trésorier. Guy Hermier s'occupera des intellectuels et de la culture. Et puis, pour l'anecdote, sachez que Georges Marchais partira la semaine prochaine en vacances en Yougoslavie. Il y rencontrera le président Tito. La politique étrangère maintenant avec tout d'abord les suites du triste feuilleton réfugiés en Indochine. Aujourd'hui, les forces de sécurité malaisiennes ont remorqué 2 bateaux vietnamiens avec à leur bord 900 réfugiés jusque dans les eaux internationales. Les chances de ces réfugiés, les chances de survie sont pratiquement nulles. Ce drame, vous le voyez, nous apostrophe presque d'heure en heure et je crois qu'il n'est vraiment pas possible de rester indifférent. Vous savez que nous nous sommes tout de suite sentis interpellés à Antenne 2 aux toutes premières heures de l'affaire du Hayoung et nous ne voulons pas rester en chemin car nous avons l'impression de ne pas être seuls, vous êtes là derrière votre téléviseur. Aussi, lundi soir, nous allons bouleverser nos programmes et consacrer question de temps à ce dossier. Nous allons essayer d'être efficaces sans être démagogues ni tapageurs. Nous allons ouvrir le standard de SVP entre 20h et 22h à tous les élus de communes de France, à toutes les organisations, pour voir dans quelle mesure ils peuvent accueillir des réfugiés vietnamiens. Et nous verrons bien alors si notre devise « une commune, une famille » est au-dessus de nos forces. Le tout donc après des reportages, des débats, des témoignages lundi soir à 20h30. Nicaragua, les Américains ne veulent plus de Somoza. Au cours de la réunion de l'Organisation des États américains à Washington, eh bien, les Américains ont été les premiers à demander le remplacement du gouvernement Somoza par un gouvernement provisoire de réconciliation. Ce net durcissement de la position américaine s'explique en partie par le meurtre du journaliste américain Bill Stewart, meurtre auquel vous avez pu assister hier et qui nous a tous indignés. Une dernière dépêche nous apprenait même que les États-Unis envisageaient d'envoyer des troupes au Nicaragua si la situation continuait à se dégrader. Jean-François Kahn. Oui, c'est pas très étonnant, car à première vue, vu d'ici, effectivement, ce qui se passe au Nicaragua, ça ressemble à une caricature de roman de Graham Greene, une espèce de petite république bananière, un tyranno d'opérette sanguinaire et corrompu, un peuple en révolte, et c'est vrai, c'est un peu cela. Mais derrière cette devanture un peu romantique comme ça, en fait, se profile actuellement, il faut le savoir, une crise qui peut devenir une crise aussi grave que la crise de Cuba ou de Saddam Hussein, vous vous souvenez. Et vous allez voir pourquoi. Cette région, vous voyez le Nicaragua, San Salvador, Guatemala, cette région, Amérique centrale et les Caraïbes, a toujours été considérée par les États-Unis comme absolument vitale pour eux, pour des raisons stratégiques, bon ça c'est clair, pour des raisons économiques aussi, parce qu'il y a les bananes, il y a toutes sortes de produits qui sont exploités par des sociétés américaines. Alors, très longtemps, depuis avant la guerre d'ailleurs, les Américains ont considéré que la façon la plus simple de tenir ces pays, c'était d'y placer, d'y entretenir des hommes à eux, à leurs bottes, des militaires qui, au fond, étaient des sortes de préfets de police chargés de maintenir l'ordre, et alors maintenir l'ordre, hein, comme ils voulaient, on n'y regardait pas de trop près. Et puis, les Américains ont évolué, d'abord parce qu'il y a eu Cuba. Alors ils ont compris qu'en fait, ces dictatures un peu archaïques, ça faisait le jeu du communisme, et c'est normal, l'excès d'oppression, l'excès de terreur, l'excès d'injustice, bah, ça fait le jeu de la révolution, finalement. Alors ils l'ont compris, et aujourd'hui, ils voudraient bien se débarrasser d'un certain nombre de ces tyrannies comme cela, un peu déshonorantes. Seulement, comment s'en débarrasser? C'est plus facile à mettre qu'à enlever, au fond. Alors ils se trouvent un peu dans une situation très difficile. D'un côté, effectivement, ils aimeraient remplacer ces systèmes par des systèmes plus présentables, plus honorables, plus démocratiques, plus réformistes, mais pro-américains et anticommunistes quand même. Et d'un autre côté, se disent-ils, si on coupe les vivres, l'argent, les armes à tous ces dictateurs, alors peut-être les révolutionnaires vont prendre le pouvoir. D'abord, et regardez bien, d'abord au Nicaragua, mais peut-être au Salvador, autre dictature très controversée, au Honduras, autre dictature, au Guatemala, autre dictature, où il y a eu 20 000 assassinats politiques depuis 10 ans, plus de victimes que le tremblement de terre. Et à Haïti, où règne encore le fils du Valier. Bref, un jeu de domino. Alors ils ont peur de cela. Alors, que faire, si vous voulez? Alors, d'où la tentation d'envoyer des troupes. Pourquoi? Parce que si ces troupes arrivent dans un premier stade, elles remplacent Somoza, et dans un deuxième, elles empêchent les sandinistes révolutionnaires de prendre le pouvoir.
Eh bien, un peu plus bas sur cette carte, l'Argentine, libération d'une détenue française, Viviane Jacob, avait été condamnée en 1975 à 5 ans de prison pour propagande illégale. C'est le président Videla qui a signé la mesure de grâce. Londres, surprise, Jeremy Thorpe acquitté. L'ancien chef du parti libéral était accusé, vous le savez, d'incitation et de complicité de meurtre sur le mannequin de mode Norman Scott. Le procès a duré 1 mois et demi. Il a fallu 3 jours aux jurés pour parvenir donc à ce verdict d'acquittement. 16 h cet après-midi, sous les acclamations de la foule, accompagné de son épouse, Jeremy Thorpe sort du tribunal de l'Old Bailey à Londres, après 10 ans de rumeurs diffuses, 3 ans de scandale, 1 mois et demi de procès, il vient d'être acquitté. La Cour n'a pas cru Norman Scott, un mannequin masculin, qui accusait Jeremy Thorpe d'avoir eu des relations homosexuelles avec lui et surtout d'avoir tenté de le faire assassiner. Cela dit, l'ancien leader du parti radical aura bien du mal à revenir à la vie politique. Jeremy Thorpe a subi le contre-coup de ces accusations, même si avec ses allures à la Buster Keaton, il avait bien essayé de mettre en avant, comme sur ces images, sa vie de famille. En vain, aux dernières élections, Jeremy Thorpe avait été battu. À 50 ans, l'ancien enfant terrible de la politique britannique va sans doute disparaître du devant de la scène. Jeremy Thorpe va quitter la tribune après une histoire bizarre et bien étrange, selon les propres mots du juge de la Cour. Jeremy Thorpe acquitté, je vous le rappelle. Syrie, massacre dans une école d'officiers, 32 morts et 52 blessés. Le gouvernement syrien accuse des membres de l'organisation des frères musulmans d'être responsables de ces assassinats. Inde, passeport refusé à Madame Gandhi. L'ancien Premier ministre indien devait venir à Paris, mais les autorités indiennes ont refusé de lui donner un passeport en raison des poursuites en justice dont elle fait l'objet. Un sujet vacances maintenant. Où en est la pollution marine et sous-marine en Méditerranée? Eh bien, 2 fois par an, au printemps et à l'automne, des scientifiques se réunissent à Porquerolles pour faire un bilan de la faune et de la flore sous-marine. Ils ont choisi Porquerolles car depuis la création de ce parc national il y a 15 ans, ils ont des points de repère qui leur permettent de voir si la pollution progresse dans cette zone théoriquement privilégiée. 14 km de filets autour du seul parc national marin français. C'est le paradoxe de Porquerolles. Ici, seule la chasse sous-marine et la pêche au chalut sont interdites. Tout le reste est permis. De Marseille, on y organise même des concours de pêche à la ligne. Sur un seul bateau, il y a peu de temps, on a dénombré 7 km de filets. Bien souvent, nous, les pêcheurs de Porquerolles, on est obligés de trouver un endroit, enfin de chercher un endroit pour pouvoir poser nos filets parce que les pêcheurs de l'extérieur viennent et puis, je veux dire, on n'a plus de place pour pouvoir poser les nôtres. Ça nous pose quand même des problèmes puisque le poisson diminue d'année en année, hein. Il y a de moins en moins de poissons. Voilà. Bien sûr, il n'est pas question de faire de Porquerolles une sorte de réserve d'Indiens. Il faut qu'une vie ilienne puisse s'y développer, à condition que cette vie prenne le pas sur la seule exploitation touristique et sur une certaine forme de pêche plus industrielle qu'artisanale. Mais la plupart des lois maritimes remontent à Colbert, et le grand ministre du Roi Soleil n'avait certes pas la protection de la nature parmi ses soucis immédiats. L'évolution de la faune et de la flore à Porquerolles est un bon indicateur pour le reste du littoral méditerranéen. Depuis la création du parc, en 1964, des missions scientifiques opèrent ici 2 fois par an. La Marine nationale assure la logistique, notamment avec les plongeurs des mineurs de Toulon. Ce suivi du parc, à l'aide de repères sous-marins, permet aux scientifiques d'observer l'évolution de la pollution dans un milieu théoriquement protégé. Pendant une semaine, les chercheurs biologistes de l'université d'Aix-Marseille, de la station marine d'Andôme et de l'Observatoire de la mer, à grands coups de palme, vont mesurer, compter, mais surtout décompter les spécimens de la flore ou de la faune sous-marine. Ainsi, ces grandes nacres qui atteignent jusqu'à 1,20 m. Avant, leur byssus était recherché pour en faire des gants. Ce sont des nacres, oui. C'est une espèce qui a disparu sur le littoral méditerranéen, qui a été prélevée par les amateurs de souvenirs et par les chasseurs et les plongeurs sous-marins. Et ici à Porquerolles, il y a un champ de nectar environ qui est un véritable champ relique. Un bon indicateur pour mesurer le degré de pollution, l'oursin. Il prospère en eau trouble, mais, et c'est un signe, dans les eaux claires de Porquerolles, il se porte bien. Quand l'oursin progresse, il y a régression du peuplement d'algues, ce qui aboutit à des fonds ou à des parois de roches nues.
L'analyse de l'eau et des sédiments permet aux chercheurs de mesurer le taux de métaux lourds. Entre 78 et 79, on a noté à Port-Cros, dans les baies, là où viennent les bateaux de plaisance, une augmentation de 25% de la teneur en plomb. En plein été, c'est près de 200 embarcations qui viennent mouiller autour de Port-Cros. On lave les bateaux sans lésiner sur la dose de détergent. On rejette les détritus à la mer. Et à grands coups de moteur, le fond est labouré par les ancres. Une fois le sillon tracé, il ne reste plus qu'à semer. La disparition des posidonies, c'est-à-dire de l'herbier, c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave pour un fond sous-marin en Méditerranée. C'est un abri pour les jeunes poissons. Il fixe le fond, casse la houle. Ce qui est menacé, évidemment, c'est les populations qui se trouvent dans les anses. Je veux dire dans Port-Cros, dans l'anse de Portmans, qui sont très fréquentées par les plaisanciers. Et ce qui est le plus menacé, c'est l'herbier de Posidonie. L'herbier de Posidonie qui constitue le poumon de la Méditerranée et qui, pour vous donner un exemple, 1 mètre carré de Posidonie fournit 10 litres d'oxygène par 24 heures. Et il est évident que les scientifiques souhaiteraient que tout soit interdit dans un parc national digne de ce nom, comme cela se rencontre aux États-Unis par exemple. L'état actuel de la législation, il est très difficile d'interdire totalement la pêche dans le parc national. Il est illusoire d'interdire la plaisance. Pour le commandant Taillez, le précurseur de tout ce qui s'est fait dans le monde sous-marin, l'homme a deux patries, la sienne et la mer. Le milieu marin est un milieu menacé, car souvent lorsque la pollution est visible, il est déjà trop tard pour agir. Autour d'un parc sous-marin, comme Port-Cros, on ne peut pas élever de murs, mais il faudrait commencer par réactualiser certains règlements, et surtout donner les moyens au parc de les faire appliquer. Aujourd'hui, 2 gardes hors saison pour surveiller 650 hectares de terre, 2000 hectares de mer. Surchargés de travail, ils n'ont pas encore eu le temps de passer leur permis bateau. Justice, Laurent Pouet, arrêté lors des manifestations du 23 mars et condamné à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis, a été libéré aujourd'hui. Et puis France, une information qu'Antenne 2 vient d'apprendre et sur laquelle nous resterons quand même encore au conditionnel. Le paquebot qui avait été racheté, vous vous souvenez, par l'industriel saoudien Akramogé, aurait été revendu à des armateurs norvégiens pour la somme de 77 millions de francs. Le franc serait destiné à des croisières de luxe dans les Caraïbes. Cette information donc est aux Caraïbes. Monsieur Akramogé ne l'a pas confirmé, mais des négociations sont bien en cours. Il l'a vendu d'ailleurs aujourd'hui à Nice. C'est la preuve un petit peu de la dilapidation de sa fortune. Il a vendu une partie de sa collection privée de meubles et d'objets d'art. C'est un sujet que nous aurons l'occasion de voir dans notre dernier journal à 23h. Les sports maintenant avec la Transat en double, comme nous vous le laissions entendre hier soir, le voilier d'Eugène Riguidel est maintenant en seconde position, mais à 150 km d'Éric Tabarly. Malinowski est donc 3e maintenant, 4e Birch, pardon pour les suivants que nous ne citons pas assez, mais qui sont évidemment très méritants. Après la mer, les airs, au lendemain du salon du Bourget, les petits pilotes de la PAC organisent dans tous les aéroclubs de France 2 journées de portes ouvertes, demain et après-demain. Voilà qui m'amène à parler de la météo avec le temps qui fera demain. Les nuages seront nombreux, vous allez le voir, du Finistère au Pas-de-Calais. Il pleuvra en Bretagne. Sur les Alpes et le Jura, après des orages le matin, le temps s'améliorera dans l'après-midi. Sur le reste du pays, quand même, temps brumeux le matin, puis chaud et ensoleillé. Eh bien, puisque nous parlons du soleil, un rappel, la journée de demain sera tout entière consacrée au soleil et sur Antenne 2 plus qu'ailleurs. Et je crois que la chaleur de la vie, Shakespeare y avait déjà pensé au siècle d'Élisabeth Ier. Et c'est à partir de sa comédie, Le songe d'une nuit d'été, que Yvan Moran a conçu un spectacle original où se mêlent le mime, la comédie et la danse. Ce spectacle sera présenté dans la cour du Palais Royal demain, donc pour la journée du soleil. En avant-première, un reportage de Hirou et Bégou. Le songe d'une nuit d'été est une fable, et comme toutes les fables, elle laisse à l'imagination le soin de compléter le discours de l'auteur. Différents mondes s'interpénètrent au cours de la fête, et Yvan Moran, le réalisateur, traduit cela sur 3 plateaux. Il superpose le surréalisme du mime, le burlesque du cirque et la poésie de la danse. La cour d'honneur du Palais Royal renoue avec une ancienne vocation et prête sa majesté au spectacle d'un soir. Le jour de notre mariage est fixé pour demain, belle Hippolyte.
Et cependant, j'ai tellement hâte de vous sentir à moi qu'il me semble que ce jour n'arrivera jamais. Quand Thisbé avance, Pyrrhone commence à parler. Thisbé, vois à tes fleurs les pieds que je t'apporte. Mais non, vois à tes pieds les fleurs. Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur. Ah non, pardon, je me suis trompé de page. Thisbé, vois à tes pieds les fleurs que je t'apporte. Mais écoute, j'entends parler près de la porte. Fâcheuse rencontre, fière Titania. Désagréable surprise de jaloux Oberon. Du respect, je te l'ordonne. Je suis ton roi et ton époux. Je suis ta reine et ton épouse, et il ne me plaît pas à moi que tu me quittes pour aller déguisé en berger, jouer de la flûte aux petites paysannes. Et donc curieuse comme un écureuil pour épier entre deux branches le moindre de mes gestes. Que dirais-je de toi, qui viens troubler nos plaisirs et nos rondes, à mes fées et à moi? Oui, ce spectacle, donc l'une de nos grandes manifestations de cette grande soirée du soleil, demain, est patronnée par Europe 1 et Antenne 2. Et puis toujours sur le thème du soleil, je vous conseille de regarder demain à 13h35 l'émission Des animaux et des hommes de Louis Roland Nel, consacrée aux animaux du soleil. Vous saurez par exemple pourquoi on assimile le lion au soleil. Quelques minutes auparavant, Samedi et demi, présenté par Georges Bégou, sera consacré aux variétés de l'été. Et puis à 20h, Léon Zitrone qui a eu le temps de se reposer un petit peu. Et ce soir, Bernard Pradino vers 22h50 pour vous présenter le tout dernier journal. Je vous quitte sur un sourire maintenant avec la mode d'été des chapeliers londoniens. Bonne soirée, à lundi. Thank you.